Je vais avoir le plaisir donc de recevoir Brigitte Si, la réalisatrice. Mais s'il vous plaît, Brigitte, venez, venez, accompagnée de Laetitia Casta, qui là n'est pas la présidente du jury, mais son actrice principale. Voilà. Mais il y aura un temps pour les photos, messieurs, dans 30 secondes, donc ne vous affolez pas. Laetitia, venez, venez avec nous. Voilà, regardez, il y a des chaises. Dès que je vous vois, je vous demande de vous asseoir. Je ne sais pas ce qui se passe. Voilà. Et puis Béatrice Dalle. Bonjour Béatrice. Voilà. Le bonheur est pour demain, paraît-il. Voilà, c'est ça. Si, à moins qu'il pleuve demain, ça pourrait être sympa. La misère. Brigitte, on va vous prêter le micro. Oui, pardon. Voilà, c'est votre troisième film. En peu de mots, parce qu'il y a des spectateurs qui nous attendent, de quoi traite Le bonheur est pour demain? C'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour difficile à vivre. Voilà, difficile, très difficile. Empêché, on va dire. Ouais. Empêché entre le personnage qui est interprété par Laetitia, qui s'appelle Sophie, et le fils de Béatrice dans le film, qui est joué par Damien Bonnard, qu'on embrasse. On l'embrasse très fort. Il est au travail. Il travaille, c'est pour ça qu'il n'est pas là. Voilà. Comment s'est passé le tournage, Laetitia? Et qu'est-ce que vous aimiez dans ce personnage? Non, on va pas mourir, on va pas rester longtemps, Béatrice. Alors, le tournage s'est très très bien passé. En fait, j'avais pas l'impression d'être sur un tournage, j'avais l'impression de vivre le film et le personnage, enfin d'être totalement incarné dedans, dans l'histoire. Et puis la rencontre aussi avec Béatrice a été chouette. On parlait de la rencontre avec toi. Super. Ben voilà. Humainement, rien à dire. Et moi, quand j'ai vu dans ce film, j'ai repensé à La fille de l'air. Ah, pas moi du tout. Pas toi? Non. Voilà. Parce qu'il y a aussi une histoire d'amour entre une femme et un homme qui est emprisonné et que tu faisais évader. Comme on va rien dire. On va laisser un petit peu de suspense, enfin beaucoup de suspense aux spectateurs. Bon, merci d'être venu. Il est temps de présenter maintenant le film, les projections du film, puisque le film est présenté dans 3 salles. S'il vous plaît, là. S'il vous plaît, toutes les 3 par ici, s'il vous plaît. Voilà, au centre, à droite. Catel, bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Salut. Ça va? Impeccable. Alors, le film, donc, Le temps d'aimer, est présenté en compétition. Je crois que c'est votre première fois ici à Angoulême? Ou je me trompe? C'est la deuxième. La deuxième? J'étais venue avec Suzanne. Avec Suzanne, mais oui, bien sûr, bien sûr. Et donc, heureuse de revenir en compétition? Bah, bien sûr, ouais. Je suis ravie, je suis très honorée. Avec ce film qui, d'après ce que j'ai écouté, les interviews que nous avons faites pour le festival, vous êtes très proche. Enfin, c'est une histoire que vous aviez très envie de raconter, je pense. Oui, c'est une histoire qui me tient très à cœur parce qu'elle s'inspire de la vie de ma famille, enfin de l'histoire de ma grand-mère et de sa rencontre avec mon grand-père. Voilà. Ma grand-mère, mon grand-père. Eh ben, c'est ce que j'allais vous demander. C'est facile d'imaginer tout d'un coup, quand c'est une histoire aussi proche, d'imaginer les acteurs qui vont interpréter ces personnages que vous connaissiez, quoi. Même si vous avez un peu quand même travaillé déjà avec Vincent sur De nos frères blessés, enfin vous le connaissez, quoi. Ouais, bah, ce sont mes premiers choix, voyez-vous. Ah. C'est bon à savoir. Ouais, ça fait plaisir. Ça fait quand même plaisir. Et Vincent a quand même des airs de mon grand-père. C'est assez énorme, la ressemblance physique en vrai. Ouais, parce qu'on a regardé des photos ensemble et c'était impressionnant. Anaïs est plus loin de ma grand-mère, beaucoup plus belle que ma grand-mère. Si, c'est vrai. Anaïs, c'est un film assez rare dans le sens où c'est un film qui se passe sur un long temps, le temps d'aimer là en l'occurrence, et qui permet aussi des transformations physiques. Ouais. C'est aussi, je pense que l'histoire bien évidemment vous a intéressé, mais ça en plus c'était intéressant pour vous à jouer. Oui, complètement, le côté grande fresque, suivre un personnage et sa vie et son destin sur un long temps, une histoire d'amour dans son évolution, ça c'était vraiment assez passionnant à faire. Et puis la maturité, comment on travaille
le vieillissement d'une femme sans que ce soit une caricature. Enfin, c'est vraiment des choses que j'avais jamais abordées avant ce rôle-là et qui m'ont beaucoup intéressée. Comment on trouve la densité de la vie, des épreuves de la vie, comment ça nous marque sans en faire des caisses, quoi. C'était intéressant. Puis de voir jouer la mère à un moment d'un acteur qui doit avoir l'âge d'être votre frère, quoi. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que les ellipses sont très bien abordées dans le film, donc très bien amenées. Donc je trouve qu'on s'embarque avec les personnages et on les suit. Et ça fait du bien en fait de suivre leurs épreuves et de les accompagner sur une très longue durée. Et pour nous comme acteurs, c'est assez génial de pouvoir vivre ça. Au niveau du chiffre, cette semaine, il y a eu 2 informations importantes. La météo et puis Vincent Lacoste à 30 ans. Ça fait la une des journaux. C'est insensé. Non, ce que il ne se passe trouvais... pas grand-chose, donc ouais, c'est ça. Ce que je trouvais amusant, c'est que... Les événements sont moins intéressants, quoi. Rarement les cinéastes vous imaginent... presque, enfin, hommes. Et je trouve que la première fois, vraiment, c'était dans de nos frères blessés, où il y avait vraiment... là, on oubliait la possibilité d'un adolescent. C'était vraiment, voilà, un homme... un homme en vrai. Dans la force de l'âge. Et là, pareil, c'est rafraîchissant pour vous à jouer. Oh, rafraîchissant, je sais pas, mais bon, en tout cas, c'est un peu dans le cours des choses. C'est vrai que j'ai pu faire un peu des rôles plus, on va dire, adolescents par le passé. Et là, je suis content parce qu'on me propose des choses de plus en plus différentes. Là, en effet, Hélier Cisterne comme Catel, ils m'ont proposé des rôles, pour le coup, vraiment radicalement différents de ma personne, quoi. En tout cas, dans des univers totalement opposés à ce que je vis, moi, dans la vie, quoi. Vous ne trouvez pas, Catel, que l'époque lui va bien? Le film d'époque? Ouais, non, mais d'ailleurs, il lui a même fallu un César, hein, d'ailleurs. C'est vrai, merci de le rappeler. Non, mais tout lui va bien, en vrai. C'est l'avantage. Vous êtes venu avec Amine Ouafa, Amine, que vous avez composé la musique du film, et j'ai vu en regardant votre filmographie, et là je me dis, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez travaillé avec Kauter Benania sur ces 2 films, et Kauter, elle est membre du jury. Tout à fait, surtout j'ai aussi composé Le Monde de demain. C'est comme ça qu'on s'est connus avec Catel, d'où cette confiance et cette continuité de travail avec Catel. Et pour vous aussi, il y avait une évolution de la musique au fil des ans sur le film? Oui et non. Enfin, l'évolution de la thématique, enfin, le développement de la thématique, c'est une fresque amoureuse sur 20 ans, sur plus 20 ans. Et qui dit fresque amoureuse dit thématique, dit générosité, dit lyrisme, et qui dit travailler avec Catel Kiveret dit aussi retenue. Et surtout essayer de trouver du sens quand on met de la musique. La musique, elle n'est jamais là pour faire papier peint, pour accompagner. Elle est toujours là parce qu'elle va emmener quelque chose à la narration, elle va emmener quelque chose à l'émotion. Et c'était vraiment une expérience extrêmement agréable et très enrichissante. La musique de source Catel, comme on dit, c'est un bon moyen au cinéma pour faire avancer dans le temps. C'est-à-dire que la musique qu'on entend, les chansons... Oui, bien sûr, il y a des morceaux qu'on a choisis avec le monteur, avec Amine aussi, qui racontent le passage du temps précisément dans le film. On était hyper attentifs à ça, mais ce qui était particulier comme défi avec Amine, c'était de se dire le film est un film d'époque, mais on le veut le plus moderne possible, le plus universel possible. On sentait que le classicisme allait nous mettre dedans un peu, allait vieillir le film, et en même temps quelque chose d'ultra-moderne ne fonctionnait pas non plus. Donc il fallait qu'on arrive à trouver une sorte d'entre-deux, en fait, entre classicisme et modernité dans la bande originale. C'est ce qui a été hyper complexe et en même temps passionnant à trouver. Une de nos références, c'était In the Mood for Love, pour ça, où c'est un film d'époque avec un score en fait hyper pop. Cette espèce de roulement ternaire en fait aussi hyper important, parce qu'en fait c'est une musique qui est ternaire comme la valse, et donc qui raconte aussi cette chose qui fait que le film n'a de cesse d'avancer et qu'il est comme une danse, un souffle, et ça c'est vraiment la mélodie qui arrive aussi à le construire, à l'instaurer. Et puis il y avait une deuxième thématique à trouver qui était celle de la honte, des secrets du passé qui envahissent le film et qui surgissent à des moments toujours précis pour nous renvoyer en fait à ce que nos personnages nous cachent. Anaïs, ce n'est pas votre première fois à Angoulême non plus. Vous êtes venue à plusieurs reprises. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce festival ?
Il a de particulier la grande présence du public. Enfin, j'ai l'impression qu'à chaque fois, il y a plein de salles bondées, plusieurs cinémas dans la ville et une belle effervescence. À la fin de l'été, c'est toujours très agréable de venir ici et de rencontrer les gens, quoi. Puis, voilà, j'ai l'impression que c'est vraiment le contact avec le public avant les professionnels, avant... Il y a certains festivals où on rencontre plus de gens du cinéma que de public. Ici, il y a des spectateurs. Merci beaucoup à vous quatre d'être venus sur le tapis bleu pour nous parler du Temps d'aimer, donc qu'on peut voir tous les jours pendant le festival puisque c'est un des films de la compétition et qu'il a le droit donc à de nombreuses projections. Bonjour Vincent, bonjour à vous, bonjour Karine, bienvenue sur le tapis bleu. Que vous connaissez, Karine, parce que vous l'avez foulé l'année dernière à l'occasion de la présentation de votre documentaire Des amandiers aux amandiers. Magnifique documentaire sur le film de Valéria Bruni-Tedeschi et puis sur l'histoire des amandiers et des élèves des amandiers. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là avec un ancien élève des amandiers, qui plus est, pour parler de ce film, mais pour parler d'une affaire d'honneur, votre nouveau film. Comme réalisateur, comme acteur aussi, les gens vont le voir. Moi, je l'ai vu, c'est une pure merveille. Film que vous avez coécrit. Est-ce que vous pouvez, aux gens qui nous écoutent, aux gens qui nous regardent, aux photographes qui en profitent pour prendre des photos, nous raconter un petit peu cette histoire, brièvement? Essayez, un pitch, comme on dit. Oui, très simplement, c'est une plongée dans une période fascinante où il y a une remontée, une sorte de rage du duel à Paris, où les gens se sont vraiment battus beaucoup en duel. Et donc, on suit le parcours d'un maître d'armes qui est joué par Roche Dizem et qui rentre dans une spirale de duel. Et la question de l'honneur est posée. Est-ce que c'est de l'honneur ou est-ce que c'est de la vengeance? Et puis, dans son parcours, il va rencontrer une femme extraordinaire qui a vraiment existé à l'époque, qui est interprétée par Doria Tillier, et qui elle-même aussi s'était battue en duel, une femme qui a vraiment existé. Donc, tout est basé sur des faits réels. Je n'ai rien inventé. Et donc, c'est assez fascinant. Vous m'aviez dit lors de cette interview, c'est une interview Zoom que nous avons faite pour le festival et qui est disponible sur les réseaux du festival, que cette envie de film est née du fait que pendant des années, on vous a demandé au cinéma justement de pratiquer l'épée, le sabre et de faire des duels et que vous aviez envie vous-même de filmer des duels. Oui, c'est vrai, c'est qu'il y a toujours eu, au bout du compte, peut-être une légère frustration, quelque chose qui me manquait en fait dans les chorégraphies et dans la manière dont les combats étaient filmés. Et donc du coup, j'ai voulu raconter une histoire en fait, aussi où le combat est au centre du récit. Ce qui était une gageure scénaristique, mais en tout cas, le film en est l'exemple. Voilà, c'est un exercice qui était assez particulier, mais qui du coup permet de mettre le combat vraiment au centre du récit narratif. Alors néanmoins, le combat est effectivement au centre du récit narratif, parce qu'il y a plein de combats qui sont sublimement filmés, et le combat final est époustouflant. Mais vous, Karine, scénaristiquement, parce qu'il y a aussi, on dit des choses très moderne dans le film, enfin des choses de notre temps, de notre époque. Est-ce que c'est ça aussi qui vous intéresse dans le fait d'écrire aussi ce film? Oui, voilà, pour moi, il y avait le challenge social, ce qui nous rapporte à aujourd'hui. Et en fait, donc c'est l'histoire, c'est un monde d'hommes qu'une femme affronte. Et donc c'était c'est très cinématographique, romanesque aussi, d'avoir une femme comme ça qui vient se confronter à ces hommes. Et donc c'était donc j'étais aussi heureuse de pouvoir accompagner Vincent dans un film qui est vraiment dans son ADN. Il y a quelque chose qui est très proche de Vincent dans le film, dans la rigueur aussi du film. Je trouve que voilà. Alors vous êtes un grand acteur, mais alors vous avez eu avec vous d'autres grands acteurs. Roche Dizem, vous l'avez dit, Doria Tillier aussi, mais il y a également Guillaume Gallienne de la Comédie Française, il faut toujours le rajouter, sinon on perd 10 points. Et puis, ou Damien Bonnard, par exemple. C'est un casting de folie. Il y a un jeune acteur qui s'appelle Noam Edge aussi, qui est merveilleux dans le film. Merveilleux dans le film. Oui, c'était... Enfin, il fallait surtout que
qui soient d'accord, hein, la plupart, de faire une préparation très importante. Ils ont beaucoup souffert hein, pendant plusieurs mois. Oui, ça a été tout un travail de mettre en place effectivement la manière de filmer ces combats. On a fait une très grosse préparation pour pouvoir y arriver. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance de travailler avec ces acteurs-là parce qu'ils étaient très, très impliqués, très engagés. Et puis, c'est vrai que Rushdie, il a ce charisme, cette présence. Il a en lui tout ce dont je projetais dans ce personnage qu'il interprète, qui est Clément Lacaze, qui est un maître d'armes. C'est une sorte de samouraï. Il y a un côté aussi de quelqu'un qui a été blessé par cette guerre, parce qu'en fait, le film se passe dans l'ombre d'une guerre, en fait, dans une humiliante défaite, qui était la guerre de 1870. Et en fait, tous ces personnages essaient de restaurer une forme de dignité à travers des combats, à travers des duels. Qui parsemait à cette époque-là le paysage parisien, français d'ailleurs, et européen. Dernière question, vous le savez, cette année, ici à Angoulême, on célèbre le cinéma suisse. Jean-Luc Godard est parmi les plus célèbres des réalisateurs suisses et il a dit tout ce dont vous avez besoin pour faire un film, c'est d'une fille et d'un flingue. Est-ce que pour faire un film, un homme et une épée, ça suffit ? C'est un bon début, je trouve. Mais il y a aussi un flingue dans le film. Il y a aussi. C'est vrai, c'est vrai. Et la séquence est particulièrement anxiogène, je vais dire. Voilà. Je rappelle que vous avez été président du jury ici à Angoulême, donc vous connaissez bien le festival. Qui a pris une belle ampleur parce que moi, quand j'étais président, je ne sais pas si c'était la 4e édition. Je crois, oui. C'était au début. Et merci de nous avoir soutenus. Depuis, le festival a pris une ampleur formidable. C'est vraiment le festival de la rentrée du cinéma francophone et c'est vraiment un rendez-vous qui est très agréable à la fin de la période estivale. On va se retrouver ce soir pour la projection. En attendant, je vous laisse avec nos amis photographes. Bonjour, on a le plaisir d'accueillir l'équipe de Commune Louve. L'équipe de Commune Louve avec moi pour quand même leur poser quelques questions. Commune Louve, votre premier film de fiction, Caroline, vous venez... Deuxième film de fiction. Ah ben c'est le premier long métrage de fiction. Je savais que j'avais bon à un moment, mais je ne savais plus à quel moment. Mais vous venez du documentaire. Oui. Qu'est-ce que ça apporte, la fiction, pour traiter d'un tel sujet, à savoir l'histoire d'une jeune femme qui est précaire, qui a 3 enfants, et 3 enfants qu'on lui retire à cause de sa précarité? Alors, on ne lui retire pas à cause de sa précarité, on lui retire parce qu'il y a des suspicions de violence, hein, parce qu'on considère qu'elle ne s'occupe pas correctement de ses enfants, et c'est ce qui arrive malheureusement à des centaines de milliers de femmes en France et de familles aujourd'hui. Pourquoi j'ai choisi le cinéma ? Parce que je pense que c'est très difficile de faire ça en documentaire, hein, parce que les gens ont honte de parler, et puis parce que je pense que de raconter cette histoire de manière, je vais mettre des guillemets romanesques, ça permet d'entrer dans l'intimité du personnage de manière beaucoup plus intense qu'on ne pourrait le faire en documentaire, et puis parce que j'adore le cinéma et que je pense que voilà, ils ont droit aussi au cinéma, les gens dont on parle peu. Mais je disais à cause de sa précarité, parce que moi, il y a une réplique de Mathilde qui m'a vraiment bouleversé dans le film. C'est quand Sandrine Bonner, qui joue l'assistante sociale, lui explique que ses enfants qui sont placés mangent des céréales tous les matins. Et elle dit, mais moi, si on me donnait l'argent que vous donnez à cette famille pour s'occuper de mes enfants, mais je leur donnerais des céréales tous les matins. C'est en ça que je trouve que, elle est victime de cette précarité, quoi, quand même. Oui, elle est victime de cette précarité. Elle est victime aussi du fait qu'il y a un certain ordre social qui consiste à dire que si on extirpe les enfants des milieux pauvres, eux, ils s'en sortiront. Et que peut-être qu'il y a une autre manière de faire qui serait d'accompagner, pas seulement financièrement d'ailleurs, les familles pauvres pour qu'ils puissent élever dignement leurs enfants. Mathilde, quand on propose un tel rôle, et en plus un premier rôle dans un long métrage, je suppose que c'est un double bonheur? Oui, bien sûr, oui, c'est un double bonheur, mais c'est aussi beaucoup d'angoisse, de stress, de vouloir
incarner le rôle de Lily comme il se doit, comme Caroline l'avait imaginé, et puis puis respecter aussi toutes ces femmes finalement, parce que bon, c'est pas que je suis une porte-parole, mais bon, tu vois, essayer d'incarner ce personnage avec douceur et en même temps avec violence et en même temps avec vérité, et ouais, tout ça c'était un peu stressant, mais c'est beaucoup de bonheur bien sûr, mais pas que, c'est pas que du bonheur. Sarah, dans le film, vous êtes l'avocate qui vient au secours de cette jeune femme et puis qui parfois la recadre un peu, mais avec beaucoup de bienveillance et même, je dirais, d'amour quoi, pour elle, parce que votre personnage la comprend particulièrement bien. Ouais, ben moi, ce qui m'a vraiment touchée et plu quand Caroline m'a proposé ce personnage, c'est que c'est pas une avocate qu'on a l'habitude de voir. Elle n'est pas dans des petits souliers d'avocate. C'est quelqu'un qui vient du monde des affaires. Donc tout à coup, traiter une jeune femme comme ça qui vient d'un autre milieu, c'est pas du tout son domaine. Et elle s'attache en fait au personnage vraiment que joue Mathilde, Lily dans le film. Et donc elle le fait pour elle le fait pas pour l'argent. Et je pense que ça change aussi la donne. Et donc moi, ça m'a beaucoup plu de jouer cette avocate un peu décalée quand même, ouais. Et alors, c'est ce que je vous disais. Moi, j'allais dire que c'est une avocate qui la bouscule et qui lui parle comme on parlerait à quelqu'un de normal. Parce que souvent, les gens pauvres, on leur parle avec condescendance. On trouve des mots, alors qu'elle est vraie. Elle est simple avec elle, en fait. Elle est simple, elle est bousculante, elle la secoue comme un prunier, elle est exigeante. Et ça, Sarah l'a magnifiquement interprété. Et puis il y a aussi Sandrine Bonner dans le film, qui joue donc l'assistante, Sandrine qui est avec nous, en pensée du moins, qui joue l'assistante sociale. Alors c'est presque un contre-emploi, parce qu'on se dit qu'il y a, je sais pas, une vingtaine d'années ou 30 ans peut-être, c'est elle qu'on aurait choisi pour jouer le rôle, et que maintenant elle est quelque part, vous lui faites jouer un peu la méchante. C'est amusant. Alors, je ne pense pas qu'elle soit méchante, que ce personnage d'assistante sociale soit une méchante. Mais par contre, elle incarne une institution qui, malgré tous leurs efforts, parce que je ne veux pas les agresser frontalement, sont méchants et font du mal, blessent énormément les gens pauvres. Alors, vous deux, toi, pardon, oui, on se connaît. Oui, on se connaît. Voilà, Les Éblouis, forcément, ça a été présenté et puis même tourné dans la région. Ouais. Ça a été présenté au festival. Et puis, il y a eu les films de Louis-Julien Petit aussi. Donc, tu connais bien le festival. Mais Mathilde, vous avez eu 2 films présentés ici. Est-ce que vous les aviez accompagnés? Parce qu'il y avait... il y avait Les Enfants... Une histoire d'amour et de désir. Pardon, c'est juste Les Enfants sont rois. C'est oui. ce que vous avez tourné avec Léopold Legrand, qui, lui, était présent l'année dernière. Oui, alors Une histoire d'amour et de désir, c'était quoi la question? Si je suis venue... Si vous êtes déjà venu, voilà. J'aurais pu la poser plus simplement. Vous avez raison, vous avez résumé ça parfaitement. Est-ce que je suis déjà venu? Jamais mis les pieds ici. Voilà. Et alors, c'est comment? C'est fantastique, il fait chaud. Il fait très chaud, mais je suis bien accompagnée. Moi, je viens d'arriver, donc là, j'ai pas encore trop tâté le terrain. Je vous dirai ça un petit peu plus tard, mais pour l'instant, ça a l'air sympa. Et vous, Caroline? Moi, quoi? Le festival. Le festival, c'est formidable pour un premier film d'une vieille réalisatrice, d'être mis en lumière dans la section Premier Regard. Voilà. Comme quoi, moi, je suis fière, je suis contente et bien accompagnée. Merci beaucoup à vous trois. Merci d'être venus présenter Comme une Louve, qui sort le 23 septembre. Le 20. Pardon, j'étais pas loin. Ne m'en veuillez pas. Il fait chaud. Merci beaucoup et bonne projection et bon festival. Et bien maintenant, il est temps de parler du théorème de Marguerite. Comment vous est venue l'idée, Anna, de faire ce film sur l'histoire d'une jeune mathématicienne qui essaye de prouver un théorème et puis qui a affaire avec son entourage, on va dire, et qui a du mal à exister, à prouver et à s'affirmer et même à se trouver. Comment vous est venue l'envie de faire ce film où il est question, entre autres, de mathématiques? Alors, les mathématiques ne sont pas venues tout de suite, parce que je ne suis pas quelqu'un qui ait fait des études de mathématiques. Quand je commence à écrire un scénario, je commence toujours par
une sensation, un sentiment que j'ai ressenti. Et il se trouve que j'avais traversé vers 20 ans une maladie qui m'avait un peu coupé du monde pendant plusieurs mois. Et quand j'ai été guérie, je me suis sentie très en décalage avec l'insouciance de la jeunesse. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit comment retranscrire ce sentiment-là. Et j'ai pensé aux grandes écoles, parce que ce sont des gens qui travaillent en vase clos et qui sont souvent assez coupés du monde. Et c'est comme ça que je suis arrivée à rencontrer des mathématiciens qui en fait, il y a eu une rencontre qui en fait a été assez déterminante parce que c'est la rencontre avec Ariane Mézard qui est une des rares mathématiciennes françaises de notre pays et en fait la passion qui l'animait, la passion que je sentais qu'elle avait quand elle me racontait les mathématiques m'a énormément émue. Et là, petit à petit, je me suis dit qu'il y avait un vrai parallèle à faire en fait entre la création artistique et la création mathématique. Et le film a commencé à prendre un peu progressivement une autre tournure. Et le film a fini par, au bout du compte, parler beaucoup de mon rapport à mon métier. Et tout ce qu'il faut d'abnégation, de croyance, d'engagement pour faire ce métier. Et vraiment comme les mathématiciens. Alors, vous, Jean-Pierre, et vous, Julien, vous jouez donc deux mathématiciens. Vous, Jean-Pierre, vous êtes le professeur de cette directeur de thèse, oui. Directeur de thèse de cette jeune élève. Vous êtes un jeune mathématicien qui monte un futur génie. Et alors, on parlait tout à l'heure de films d'escrime et où il faut, bon, pour les acteurs, il faut pas pratiquer, s'entraîner en amont. Est-ce qu'il a fallu s'entraîner et pratiquer en amont les mathématiques pour jouer ces rôles ? Oui, c'est ça. C'est comme apprendre à monter à cheval ou à faire des combats d'épée. Ça a été pas mal de séances de préparation à l'ENS, retour sur les bancs d'école, la craie en main, avec quelqu'un d'extrêmement compétent qui était Ariane Mézard, qui regardait tout, mais avec un regard acéré. Et c'est pas simplement ce qu'on écrit au tableau, c'est même la façon dont on écrit au tableau. C'est que c'est de la chorégraphie et que pour être crédible, il suffit pas de reproduire. Enfin, on a essayé d'être crédible en tout cas, mais on avait son regard. Il y a tout qui compte. Il y a la façon dont on écrit le chiffre. Il y a le rythme. Le rythme, c'est le plus important. Il y a une rythmique dans l'écriture au tableau qui est musicale. C'est musical. Et ça, on a été très attentif là-dessus. Et on a répété, on a appris, on a fait des maths. Et voilà. Au cours des présentations, on a beaucoup parlé... Pardon, Jean-Pierre, il y a quelque chose de particulier sur l'apprentissage des maths, on va dire ? L'apprentissage des maths, oui, parce que je pense que c'est encore pire. Moi, ça m'est arrivé de jouer des musiciens. Et par exemple, évidemment, je ne vais pas être le musicien mais on apprend les doigtés au piano, à la guitare, tout ça. On arrive à reproduire des choses. Et après, on va mettre le bon son. Mais là, c'est pas pareil, parce que c'est pire que ça. Le bon son, c'est vous qui devez l'avoir. Et en plus de maîtriser la main et la craie, il faut parler en même temps. Et il y a aussi le fait de jouer en même temps. Donc c'est bien plus dur que l'escrime, bien plus dur que le fait de faire du cheval. C'est beaucoup plus dur. C'est une vraie virtuosité. Je pense que ce qu'ils font, moi je le fais un petit peu dans le film, mais très peu, mais ce que fait Julien et ce que fait Elaroun dans le film, c'est de la vraie virtuosité. Et on a beaucoup parlé lors des présentations, on va laisser passer le camion de la Poste, parce que c'est peut-être une carte postale importante qui s'en va d'Angoulême. Oui, on a beaucoup parlé dans les nombreuses salles que nous avons présentées un peu plus tôt, 10 salles pour le film. On a parlé de la poésie des mathématiques. Pardon. Est-ce que comment vous l'avez ressenti, vous, en tant qu'acteur, cette poésie des mathématiques ? La poésie, c'est quelque chose qui appartient à chaque individu. On peut pas dire ça, c'est poétique. C'est ce qu'on ressent. C'est quelqu'un qui c'est quelque chose qu'on reçoit, la poésie. Mais les mathématiciens sont effectivement des gens qui produisent quelque chose qu'on peut regarder comme étant de la poésie, puisqu'ils produisent un langage qui est un langage qui n'est pas le langage courant
souvent, quand on fait de la poésie, on est capable de mettre un mot qui est un mot différent et qui va nous faire comprendre une sensation, une émotion. Les mathématiques, c'est aussi de l'imaginaire, de l'invention. On est capable d'inventer des chiffres qui n'existaient pas. On est capable on est capable d'aller très loin dans son cerveau et de produire des choses qui font que c'est souvent ça la poésie, qui vous font dire qu'on est content d'être au monde. On est content, on se dit quand même, nous les hommes, on est capable de faire des choses assez fortes, quoi. Assez magiques. On est capable de choses terribles, mais de choses assez magiques aussi. Et les mathématiciens, dans ce sens-là, c'est dans ce sens-là qu'ils peuvent être vraiment des grands poètes. C'est dans leur jusqu'où ils sont capables d'aller pour inventer des choses nouvelles. Et vous, Anna, parce que filmer les mathématiques comme ça paraît quand même extrêmement abstrait. Et en plus, les rendre, enfin, il y a une scène à la fin du film qui tient du thriller, quoi, dans la façon dont vous filmez simplement une jeune femme qui écrit sur un tableau, quoi. Il y a le tableau noir, la craie blanche, cette jeune femme, et puis des gens qui assistent à ce spectacle sans qu'on sache. C'est presque, on ne sait pas si, je sais pas si un tueur va surgir. Et enfin, c'est quand même, c'est assez dingue, quoi. Donc, qu'est-ce que vous avez beaucoup réfléchi en amont à comment rendre ce spectacle, parce que là, on parle de poésie. Enfin, tout ça, c'est un peu abstrait, mais très cinématographique. Oui, c'était vraiment le challenge du film, de rendre les mathématiques spectaculaires. Alors qu'on n'y comprend rien, a priori. Donc c'était vraiment la difficulté. Et pour ça, il fallait... Déjà, j'ai essayé de filmer les mathématiques toujours d'une manière différente et toujours que les mathématiques... que le regard de Marguerite sur les mathématiques... Que la manière dont je filme les mathématiques soit toujours reliée au regard de Marguerite. Et ça, c'était vraiment quelque chose d'important. Et donc, il fallait jamais quitter Marguerite. Si on quitte Marguerite... On quitte les maths avec. Et donc, il fallait toujours relier ça. Et c'est comme ça que j'ai vraiment réussi à construire les plans, quoi. Parce que c'est pas si dur de faire des beaux plans en soi. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il y ait de la beauté, mais parce qu'on éprouve quelque chose de fort. Et ça, c'est à travers Marguerite. Et moi, je me suis beaucoup servi du regard que moi, j'avais sur Ariane Mézard, la mathématicienne. Et je me suis vraiment inspirée en me disant, mais qu'est-ce qui me touche chez elle? Qu'est-ce qui fait que je l'écoute alors que je ne comprends rien à ce qu'elle fait? Et je me suis dit, ce qui me touche chez elle, il faut que le spectateur éprouve la même chose quand il regarde Marguerite. Voilà, c'est comme ça que j'ai réussi à trouver, j'espère, la bonne manière de filmer et en tout cas d'entraîner le spectateur. Et aussi, j'avais envie vraiment de ne pas bouder l'idée du divertissement. C'était quelque chose d'important. Et c'est pour ça aussi que je suis allée chercher beaucoup plus des références du côté des États-Unis, des films américains, des films indépendants américains, qui ne boudent pas du tout le plaisir du spectateur. Et qui l'entraînent aussi avec eux. Et voilà, et j'avais aussi vraiment envie de ça. On a dit que les mathématiques, les chiffres, les nombres pouvaient provoquer une certaine poésie. La poésie de 10 salles dans un festival, quand on y présente son film, c'est quoi? C'est un beau poème, non? Ah bah oui, déjà c'est totalement inédit, je n'ai jamais vécu ça et j'ai trouvé ça très drôle. En plus sous un jour caniculaire, ce qui rend l'ambiance encore plus particulière. C'est extrêmement émouvant de voir que les salles sont remplies pour un film qui a été long, en fait. C'est une bataille de faire un film. Et donc, c'est vrai que quand on arrive au bout d'un chemin et qu'on voit qu'il y a 10 salles combles qui attendent de voir votre film, évidemment, ça comble. Voilà. Merci beaucoup. Jean-Pierre, une dernière chose. Moi, de toute façon, faut se méfier parce que je suis bavard. Ça doit être intéressant, justement, ce côté fragmentaire, parce qu'il est évident que dans 10 salles, c'est 10 publics différents. C'est le même film et 10 publics différents. J'aurais bien aimé être une petite souris et essayer de voir, et dans tous les cas, comment telle salle réagit et telle autre salle réagit. Je pense qu'il y a forcément des endroits où les gens réagissent de la même façon, rigolent aux mêmes endroits et tout ça, mais quand même, comment un film est reçu
suivant le public, c'est cette fragmentation des publics est intéressante. Et pour pouvoir être dans 10 salles à la fois, il aurait fallu que la souris se démultiplie. Ça, c'est une autre affaire de mathématiques. Merci beaucoup à vous trois et bravo pour cette présentation, enfin cette réussite, quoi. 10 salles à 14 heures, sincèrement, moi en 15 ans, je ne l'ai jamais vécu. Hein. Donc voilà, félicitations. Je vous souhaite beaucoup plus de salles au moment de la sortie du film qui sort le 1er novembre. Le 1er novembre, voilà. Pour férié, donc. Voilà, bon choix de la part de Pyramide, qui est votre distributeur. Voilà. Bonjour. Bonjour. Bonjour Benjamin Castaldi, merci d'être avec nous. C'est un plaisir. En plus, pour un des événements du festival, la présentation ce soir en plein air à 22h, place New York, de Casque d'Or. Ah oui. Alors vous n'êtes pas dans le film. Ah non, j'avais peu de chance d'être dans le film. Donc on m'a menti, vous n'êtes pas dans le film. Non, 51 quand même. En revanche, quelqu'un qui vous est très cher en revanche, est dans le film. Votre grand-mère, Simone Signoret, est Casque d'Or. Et donc c'est pour cette raison que vous venez présenter le film. J'étais gentiment invité par Marie-France Brière, qui est là, juste là. Que vous connaissez un peu quand même. Un peu. Oui. Et effectivement, je trouve ça très bien qu'on rende hommage à ma grand-mère, parce que ça n'arrive pas si souvent. Et c'est un film qui est très important pour elle, parce que Casque d'Or, ce sera éternellement associé à Signoret. Et puis autour, il y a plein d'histoires autour du film. Elle était à l'époque en pleine love story avec Montand. Elle a failli pas faire le film. À cause de ça. Elle voulait pas faire le film ils auraient préféré rester à la Colombe d'Or. Et Becquer lui a dit, écoute, c'est pas grave, si tu veux pas faire le film, vas-y, vis ton histoire d'amour. Et ça l'a un peu vexée. Et du coup, elle a dit, moi, je vais faire quand même le film. Elle a bien fait. Elle a bien fait, oui. Vous vous souvenez de quand vous l'avez vu pour la première fois et dans quelles circonstances? J'ai dû le voir à la campagne. Montand a dû me le projeter dans son petit théâtre. Je devais avoir 7-8 ans. Mais c'est Casque d'Or, pour moi, c'est Signoret que moi, j'ai pas connu. Moi, j'ai connu plus la Signoret de la Veuve Coudert que celle de Casque d'Or. Oui. Pour moi, c'est une personne... pas étrangère, mais c'est un mythe. Quand je vois cette femme, c'est pas l'image que j'ai de ma grand-mère. Alors c'est un mythe avec lequel vous vivez beaucoup en ce moment, parce que vous êtes, actuellement se prépare Bungalow 21, pièce dont vous êtes à l'origine. C'est votre idée de recréer ce moment dans la vie de Montand, Signoret. Et cette parenthèse dans la vie de Montand et Signoret avec une certaine Marilyn Monroe. C'est ça. Le Bungalow 21, c'est le bungalow qu'ils habitaient. Alors le 21, c'était celui de Marilyn. C'était celui de Marilyn. Et eux avaient le 20. Et c'est vrai que j'avais envie de raconter cette histoire. Et Eric Emmanuel Smith a été incroyable puisqu'il m'a fait ce beau cadeau d'écrire la pièce. J'ai beaucoup travaillé avec lui. Et c'est vrai que c'est une parenthèse à la fois enchantée et tragique, parce qu'il y aura un avant et un après. Donc je pense que ça va être un beau moment de théâtre, et on est dedans, c'est le 14 septembre. Hein, donc, alors, vous avez un grand auteur pour la pièce, mais un grand metteur en scène aussi. Immense metteur en scène. Jérémy Lippmann, qui est vraiment un petit génie hyper inventif. C'est ce que dit Mathilde Seigné de lui. Elle dit, c'est vraiment un génie, ce mec. Mais c'est vrai. Ah, parce que même il a mis en scène le concert de M, qui était fou d'inventivité, de simplicité et d'inventivité, et c'était assez merveilleux. Et alors, vous dites Emmanuel, oui, mais c'est Emmanuel Seigné qui est face à Mathilde Seigné. Bien sûr, ça, c'est une idée de génie. Alors, c'est pas la mienne. Je peux pas avoir toutes les idées. Non, c'est trop pour un seul homme. C'est une idée de Mathilde. Mathilde, en fait, on cherchait Marilyn, et Mathilde a proposé sa sœur, et c'est vrai que c'est une excellente idée, parce que forcément, dans ce qui se passe dans la pièce, c'est un peu un face-à-face, et il y a certaines phrases qui prennent une autre dimension quand c'est deux sœurs qui se les balancent. Donc, oui, forcément. Donc, ça ne pouvait que renforcer le propos. Et alors, pour jouer Montand, excellente idée, Michael Cohen. Allez, il est incroyable, lui. Et alors, j'ai vu sur les réseaux sociaux une interview qu'il a donnée pour la promotion de la pièce. Je le connais bien. Et là, j'étais assez effaré parce qu'il y a une espèce de mimétisme avec Montand qui est quand même assez dingue. Enfin, vous qui avez connu Montand. Non, mais ce qui est très bien, c'est qu'il n'y a pas de mimétisme, justement. Il est dans les pas de Montand, mais il n'est pas dans l'imitation de Montand. Non. Non, il est incroyable, et il avait très envie de faire le rôle, et il s'est beaucoup investi. Et c'est vrai qu'il est, les gens vont être étonnés, vraiment.
Je suis sûr que vous les connaissez, mais il y a des photos célèbres de Montand, Marilyn et Simone il y a une dans le bungalow. Il y a une série de photos. Voilà. Il y a une série de photos qui est mythique. C'est d'ailleurs sur cette série de photos-là qu'on s'est inspiré pour écrire pas mal de choses, parce que quand on analyse bien les images, il y a des regards qui ne trahissent pas. Ouais. C'est vrai. Merci beaucoup, Benjamin. Donc vous allez présenter Casque d'or ce soir, et donc la pièce, ça sera le 14 septembre. À partir du 14 septembre au théâtre. Au théâtre de la Madeleine. Au théâtre de la Madeleine. Eh ben. Merde. Oui, bonne merde. Voilà. Je réponds pas. Hein. Oui, bah non, surtout pas. Surtout pas. Merci beaucoup. Merci. Alors, à mon tour de jouer. Il est tellement détente. Ah bah, je suis là depuis 4 heures, j'ai perdu 12 kilos. Alors oui, j'essaye d'être détente, effectivement. D'autant que je rencontre une réalisatrice, une fois de plus, qui m'a traité d'âne, puisque dans son précédent film, l'âne qui traversait les Cévennes s'appelait Patrick. Oui. Donc merci encore pour ce compliment. Pardon. Alors, parlez-nous d'Iris. Comment va-t-elle ? Comment est-elle née dans votre esprit, cette nouvelle héroïne ? Écoutez, elle est née d'une conversation avec une amie qui s'était inscrite sur un site de rencontre passé 50 ans et qui m'a raconté son expérience. Elle est née ce soir-là. Voilà. Et comment vous, parce que vous jouez le mari idéal. Eh oui. Il est beau, oui. il fait la vaisselle, il fait les courses, il fait les crêpes. C'est fake tout ça, en vrai, c'est pas vrai. Hein. Gardons un peu de mystère. Mais qu'est-ce qui vous a plu dans ce personnage ? Parce que c'est vrai qu'Iris, elle la part belle dans le film. Non, mais d'abord le scénario. J'avais adoré l'écriture de Caroline. Et puis Laure Calamy, c'est une joueuse qui... de filet, de service volé, c'est John McEnroe. Donc c'était intéressant d'échanger sur un autre mode et de mettre un peu en jeu de fond de cours. Ce que Caroline appelle jouer en creux. C'est-à-dire un personnage qui reçoit beaucoup et qui ressent beaucoup, mais on voit pas forcément. Il n'a pas de discours là-dessus. Et c'était super. J'ai adoré faire ce film. J'adore le film. Le point de vue féminin, évidemment, sur mon personnage. Effectivement, je n'existe que dans le regard de Laure quand elle veut bien me regarder. et puis le sexe, la libido. Les sentiments, tout ça pour créer des sentiments et des émotions sur le grand écran. J'aime beaucoup. C'est génial parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a plein de réalisatrices qui ont envie de montrer des femmes qui se réapproprient la sexualité. Et de façon libre, décomplexée, normale. Qu'est-ce qui nous arrive ? Moi, je trouve que vous avez totalement raison, mais... Écoutez, oui, je sais pas, oui... Je sais pas, je peux pas parler au nom des autres. Moi, je peux parler qu'en mon nom. Voilà, c'est cette histoire-là que j'avais envie de raconter. Et je sais pas trop quoi dire, en fait, pardon. Mais je ne sais pas quoi dire. Je n'ai plus de cerveau. Je suis liquéfiée. Oui, on est deux alors, ça tombe bien. Et alors, parlez-nous un petit peu. Vous avez retrouvé Laure Calamy après donc Antoinette dans les Cévennes, qui a été le succès surprise de l'année où il est sorti. J'aime bien, on dit toujours succès surprise. En fait, quand on voit le film, c'était pas une surprise. Il est tellement formidable. J'ai vu 2 fois la même semaine, c'est dire. Je crois que c'était pas dans votre esprit, c'était pas si évident que ça que ce soit Laure. Non, parce que quand j'écris, je pense pas à des acteurs, et quand j'ai commencé à réfléchir à qui confier le rôle, au départ, je pensais à quelqu'un d'un peu plus âgé, d'un peu plus sage aussi. Et le personnage, je pense qu'on n'a jamais vu Laure dans un personnage aussi installé. En fait, Laure joue souvent des mères célibataires, des femmes qui viennent plutôt de classe populaire. Et là, c'est une femme qui est une bourgeoise, qui gagne très bien sa vie grâce à un cabinet dentaire florissant, qui a un très bel appartement, un très beau mari et de très belles filles. Tout a l'air d'aller très beaux meubles. Et de très beaux meubles, tout à fait. Et voilà, ça, j'ai l'impression qu'on n'avait jamais vu Laure jouer ça. Et finalement, j'ai pas pu résister. Je lui ai proposé le rôle et je suis vraiment très très heureuse de ce qu'elle a fait. Voilà. Et vous êtes heureuse, je suppose, de revenir à Angoulême, en plus en compétition, après y avoir présenté avec succès Antoinette dans les Cévennes. J'ai des bons souvenirs ici et malgré la chaleur, je suis très heureuse d'être là. Vincent, vous êtes donc à l'affiche d'Iris et les hommes. Acteur en recherche de rôle. Oui, et on peut actuellement vous redécouvrir
dans le film de vos débuts, puisque Le Péril Jeune vient de ressortir en version restaurée 4K et on vous retrouve dans ce rôle génial qui a marqué vos débuts. Oui, Alain Chabert dans Le Péril Jeune. Oui, il ressort en salle et il y a toute une génération de jeunes spectateurs qui découvrent ce film. Et j'ai eu la chance de faire une projection aux côtés de Cédric Clapiche dans le cadre d'un festival étudiant. Et on a été surpris de voir les réactions de jeunes spectateurs vis-à-vis d'un film qui a quand même 30 ans, qui parle des rapports quand même, garçon-fille, etc. au lycée. C'était très, très intéressant. Et le film, il a pas pris de ride, quoi. C'est vraiment un film magnifique. Hein. Il a tellement pas pris de ride qu'on se demande pourquoi ils l'ont restauré. Merci beaucoup à vous deux. Profitez bien de... Je ne sais pas si vous restez tout le festival. En tout cas, le film, lui, il reste tout le festival puisqu'il est projeté tous les jours dans le cadre de la compétition. Merci infiniment d'être venu le présenter. Merci. Et puis, bon festival et allez vous mettre en frais. Merci. Merci à toi. Voilà, on garde Jean-Louis. Jean-Louis, on reste ici, on attend ses petits camarades de jeu. Rachel Kahn, bonjour. Kauter Benania. Monia Chokri. Anne Holmes. Raphaël Quenard. Swad est là aussi, Swad Massy. Vous êtes tous là. Voilà, Raphaël, on a dit un beau sourire. Qui a dit « Il flotte de la légèreté et de la bienveillance dans Angoulême pendant ce festival ». Bravo, c'est Anne Holmes, bravo, 1 point. Il faut quelqu'un. Tu veux le faire? Oui. Non. Ah oui, d'accord. Non, ça c'est pour se partager. Allez, voilà, merci d'accueillir l'équipe de Tony en famille. Le coup de cœur de Dominique Besnéard. C'est pas rien. Première fois à Angoulême. Ouais, première fois. Je suppose que c'est un chouette bonheur, non? On est trop heureux. Je suis hyper fier de cette sélection. Je remercie infiniment l'équipe du festival, Dominique Besnéard et tous ceux dont je ne connais pas le nom, mais qui sont déjà chers à mon cœur. Et j'ai hâte. Je suis tellement fier de toute cette bande d'acteurs. Ils sont extraordinaires et j'espère que les gens vont aimer Tony. Camille, vous vous retrouvez soudainement mère de famille de 5 enfants. C'est le merveilleux du cinéma. Bon utérus, comment? Oui, et surtout de bons abdos. Bravo. Pardon, quelle était la question? Je dis non, c'est la magie du cinéma de pouvoir incarner des rôles comme ça, aussi différents, et tout d'un coup de se retrouver mère de 5 enfants. Bah oui. Puis tous aussi talentueux, parce qu'en général, il y en a toujours un dans une fratrie, mais là, non. C'est vraiment... Voilà. Alors bon, ils sont. Enfin, moi, je connais au moins 2 d'entre vous que j'ai déjà vus au cinéma. Je me souviens de vous dans L'Échange des princesses. Voilà, et forcément, on se souvient de vous dans le film de Xavier Legrand, qui a été absolument. Voilà, qui a été un choc énorme, un choc cinématographique énorme. Comment ça s'est passé ce tournage? Est-ce que c'était comme une colonie de vacances? Est-ce que tout d'un coup, c'est plus vraiment un rôle, mais finalement, ce qui se passe à l'écran se passe aussi un petit peu sur le plateau? Non, parce que quand on était sur le plateau tous ensemble, on était vraiment tous au même niveau. Il n'y avait pas la hiérarchie qu'il peut y avoir dans une famille où il y a la mère. Et puis, ils étaient très inclusifs avec moi. Justement, là où dans le film, il y a la mère et puis il y a le groupe de ces enfants, là... je me sentais, ils m'ont bien accueilli. Comment ça s'est passé? Qui veut nous dire 2 mots? Allez, vas-y, Thomas. Comment ça s'est passé? Thomas. Alors comment ça s'est passé? Déjà on était vraiment tous ensemble pendant tout le tournage, on se lâchait pas du début à la fin et même avant le tournage. Et en fait ça s'est créé, en gros il y a une énergie qui s'est créée
dès le début du tournage, enfin dès le premier jour, même avant, voilà, dès le casting, dès le callback, je pense. Nathan, tu peux confirmer. Mais il y a une énergie qui s'est créée dès ce moment-là et après ça a été naturel et voilà, je sais pas, on est. Ouais. Léa, dis-nous un peu comment ça s'est passé. Bah, ça s'est très bien passé et c'était clairement un peu la colonie de vacances. Mais c'est un peu la famille maintenant. Voilà, moi je suis très contente d'être là avec tout le monde et de présenter le film. Et c'était un déchirement, je suppose, la fin du tournage, non? C'était compliqué? Il y a eu beaucoup de larmes? Oui, tu veux parler? Bah oui, on a pleuré, mais après on s'est encore vu en dehors du tournage. Donc non, pour moi, ça continue encore aujourd'hui. Je sais pas, on n'abandonne pas sa famille. Bon, bah, merci à vous tous. Encore bravo pour ce coup de cœur de Dominique, que vous connaissez bien, ça, c'est pas un secret, hein, puisqu'on vous a encore vu hier soir dans quelques images de 10% face à Fabrice Lucchini, qui était l'invité du festival. Forcément, Fabrice, que vous aviez ramené à l'agence. Donc, encore bravo. Merci infiniment. Bravo pour ce coup de cœur. Et le film sort quand? Le 6 septembre aussi. Le 6 septembre, donc ça approche. Donc, si jamais vous le ratiez ici à Angoulême, surtout, allez le voir en salle. Coup de cœur de Dominique Besnéard, ça ne se rate pas. Merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup. Merci beaucoup, Patrick. Vous avez choisi de présenter ici donc des trésors de Studio Canal, mais on est plutôt sur des films, je serais tenté de dire, de patrimoine. On sait que Studio Canal a un très beau patrimoine, plutôt que dans les films les plus récents. Pourquoi ce choix? Alors en fait, c'est un choix qui a été fait en totale adéquation et choix artistique avec Dominique Besnéard. Effectivement, comme vous le disiez, Studio Canal a plus de 7000 titres en catalogue. C'est le plus gros cataloguiste de films au monde, toutes nationalités confondues. Et parmi tous ces films-là, il fallait choisir quelques-uns des films étendards qui soient aussi des films parfois un peu rares, ou en tout cas des films qu'on pouvait voir parfois à la télévision, mais pas toujours au cinéma. C'était important ici, dans le cadre de ce festival, de pouvoir montrer ces films dans une salle de cinéma. Et donc on a choisi en fait un peu par décennie, j'ai envie de dire. Il y a eu déjà 2 films qui ont été projetés depuis l'ouverture du festival. Pouic Pouic, le film de Jean Giraud avec Louis de Funès, qui a été un vrai succès. Une merveille. Une merveille qu'on a restauré du coup il y a quelques années pour l'occasion. Il y aura un film en hommage à Marlène Jobert, qui est Le Passager de la pluie de René Clément. Une autre merveille. Avec Charles Bronson, dont j'ai juste la moustache. Exactement, qui avait été un énorme succès à l'époque. Et Annie Cordy. Annie Cordy dans ce second rôle, absolument. Parmi les différents second rôles qu'elle a tenus dans Le Chat aussi, notamment, qui est également dans le catalogue studio, mais on ne le présente pas ici. On aura également après J'ai épousé une ombre, le film de Robin Davis avec Nathalie Baye, que je présenterai demain d'ailleurs. Je ne sais pas dans quelle salle d'Angoulême. Moi non plus, mais ça a été un des gros succès des années 80. Énorme succès pour Nathalie Baye à l'époque et pour son metteur en scène Robin Davis. Et puis 2 films étendards dans l'un qu'on a entièrement restauré, qui s'appelle Merci la vie de Bertrand Blier, qui est passé ce matin, et Délicatessen. Produit par Jean-Louis Lévy. Produit en partie, coproduit par Jean-Louis Lévy. Et puis Délicatessen de Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro, que je présenterai samedi soir, dans une copie extraordinairement restaurée par Jean-Pierre Jeunet. Absolument, par Jean-Pierre Jeunet lui-même. Et puis avant tout ça, il y a l'un des classiques du cinéma, qui pour le coup n'est pas un film rare, mais qu'on est fou de joie de présenter ce soir sur la grande place d'Angoulême, qui est Casque d'Or, le film de Jacques Becker, qui a permis à Simone Signoret d'accéder à un statut d'actrice culte. Elle était déjà très connue à l'époque, mais elle est passée dans un autre statut grâce au film de Becker, dans une copie également restaurée avec l'aide du CNC, restaurée par Studio Canal, mais absolument sublime. Voilà tout un programme parmi tous les titres que nous avons et les films évidemment frais que nous présentons ici. Comme on dit, les films frais, c'est pas très beau. Film frais, c'est un peu légumes, mais en tout cas, c'est des un côté crémier qui est un petit peu qui est pas terrible. Et Tony qu'on présente ce soir. Voilà, il y a Tony en famille, il y a 3 jours max et Le Voyage en pyjama. Le film de Pascal Thomas demain et le film de Tarek samedi. Que vous distribuez. Juste une dernière question. Vous le disiez, là, on parlait de restauration de films. On parlait tout à l'heure avec Vincent Elbaz de la restauration du Péril Jeune. Il y a de plus en plus de restaurations qui se font et on a l'impression que c'est ce qui permet peut-être au marché du DVD de continuer à vivre un peu le fait qu'on ressorte les films en 4K dans des coffrets qui sont vraiment beaux et on a l'impression que là, les gens ont envie de faire l'investissement. Alors c'est assez juste, c'est vrai pour le DVD, c'est vrai aussi pour la télévision. C'est vrai pour le DVD parce que du coup ça permet au DVD de devenir une espèce d'objet plus ou moins culte en fonction de l'importance du film que l'on a à sortir, qui en général est accompagné pas seulement d'un film mais de bonus exclusifs, d'interviews de metteurs en scène ou d'ayants droit quand ceux-ci sont encore vivants. Et ça remet également ces films-là dans la tête des acheteurs télé ou de plateformes également, qui se disent tiens, j'ai lu un article là-dessus, pourquoi pas diffuser ce film-là sur nos antennes ou sur
sur nos plateformes. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a aussi, pour ces films-là, l'événementialisation de ces films passe principalement par la ressortie en salle de ces films-là. On a ressorti Persepolis et Marjane Satrapi cet été, par exemple, qui a été un vrai succès. On a fait quasiment un peu plus de 5000 entrées, alors que le film n'était pas rare du tout. Le film a été vu depuis 15 ans de nombreuses fois. Et malgré tout, le fait de ressortir ce film et de tenter, je dis bien de tenter d'événementialiser ces ressorties-là, redonne au film, en tout cas, les remet un peu au goût du jour. Merci beaucoup Thierry. On donne rendez-vous aux spectateurs donc sur la place de New York.